J'ai fracassé le crâne de mon frère avec un marteau. Sous la pluie battante de Montmartre. Et j'ai souri pour la première fois depuis 10 ans. Ma femme. Cette vipère aux lèvres carmin. M'avait supplié de l'épargner. Mais j'ai enfoncé la lame dans sa gorge avant qu'elle ne puisse prononcer un mot de plus. Et maintenant? Le miroir antique que j'ai acheté pour 500 € chez un brocanteur véreux de la rue des Abbesses me fixe. Impassible. Comme s'il savait que ce n'était que le début de l'enfer. Paris. Cette ville des lumières éternelles. S'était muée en un labyrinthe de ténèbres pour moi depuis cette nuit fatidique de 2015. J'étais alors Alexandre Duval. Un architecte prometteur de 35 ans. Marié à Élise. Une galeriste aux courbes félines et aux yeux verts qui promettait l'éternité. Nous vivions dans un appartement haussmannien du Marais. Avec vue sur les toits de zinc et les gargouilles narquoises qui semblaient nous surveiller. Mon frère cadet. Julien. Un avocat flamboyant aux ambitions dévorantes. Venait souvent dîner. Portant des vins de Bordeaux millésimés et des histoires de procès gagnés contre des magnats de la finance. Nous étions une famille. Du moins le croyions-nous. Mais la trahison, comme un vinaigre qui fermente en cave, n'attend que l'occasion pour empoisonner tout. Tout a commencé par un secret que je portais comme un boulet de canon attaché à mon âme. En 2010, lors d'un voyage d'affaires à Lyon, j'avais cédé à une pulsion idiote, un flirt avec une prostituée dans un hôtel anonyme près de la gare de Perrache. Rien de grave. Une nuit d'ivresse et de solitude. Effacée au petit matin par un café serré et un billet de train pour Paris. Mais cette femme, une Marocaine nommée Amina, avait filmé l'échange, non pas par malice, mais par nécessité, pour se protéger dans un monde de prédateurs. La vidéo, floue mais incriminante, avait atterri entre les mains de Julien. Comment? Je ne le saurais que des années plus tard. Il l'avait obtenu via un contact dans la police lyonnaise. Un flic corrompu qu'il avait défendu dans une affaire de blanchiment. Julien, mon frère bien-aimé, avait vu en cette vidéo non pas un scandale familial, mais une arme. Élise, sa complice involontaire au début, puis consentante, avait été séduite par ses murmures au creux de l'oreille lors d'un vernissage à la Fondation Louis Vuitton. Ton mari est faible. Élise. Il te mérite pas. Moi, je peux te donner le monde. Et elle avait ri. Ce rire cristallin qui masquait les fissures de notre mariage usé par les nuits solitaires et les projets d'enfants avortés. Julien avait orchestré le chantage. Il menaçait de diffuser la vidéo si je ne signais pas une procuration pour lui céder mes parts dans l'agence d'architecture que nous avions fondée ensemble. J'avais refusé. Bien sûr. Aveugle à la tempête qui montait. Puis vint l'accident. Ou ce qui en avait l'air. En novembre 2015, lors des attentats qui ensanglantèrent Paris, notre bureau près du Bataclan fut touché par une explosion périphérique, une voiture piégée qui n'avait pas été désamorcée à temps. Julien, présent ce soir-là pour une réunion tardive, fut grièvement blessé, une balle égarée dans la jambe. Des éclats de verre dans le dos. Moi, j'étais rentré plus tôt, prétextant un mal de tête. Mais la police, dans le chaos post-attentat, trouva dans les décombres une sacoche oubliée contenant des documents falsifiés, des plans d'architecture modifiés pour cacher un réseau de corruption immobilière impliquant des promoteurs islamistes radicaux. Les plans portaient ma signature. Julien, alité à l'hôpital Cochin, jura sur son lit de douleur que c'était moi qui les avais signés. Sous pression d'un client anonyme. Élise, les yeux rougis par les larmes, confirma, Alexandre était stressé ces derniers temps. Il m'avait confié ses doutes. Je fus arrêté le lendemain, menotté devant notre immeuble du Marais, sous les flashs des paparazzi qui titraient déjà « Architecte parisien complice des terroristes ». Le procès fut un cirque médiatique. Un opéra wagnérien de mensonges et de sous-entendus. Julien, boitant théâtralement, témoigna contre moi. Ses mots ciselés comme des lames de guillotine. Mon frère a toujours été ambitieux, au point de franchir les lignes.
Élise, vêtue d'un tailleur Chanel noir, évita mon regard, murmurant que j'avais changé, que la vidéo, oh, cette vidéo qu'elle avait vue, m'avoit-elle plus tard en visite au parloir, l'avait brisée. J'écopais de 10 ans de prison ferme à la santé, pour complicité dans un réseau terroriste et falsification de documents. Gánh tội thay người khác. Comme on dit dans ces romans de Dumas que je dévorais en cellule. Les années à la santé furent un purgatoire de béton et de cris étouffés. Les matons, ces gardiens impassibles aux yeux de Pierre Ponce, me traitaient comme un paria, le traître du Bataclan. Crachait-il dans les couloirs humides. Yemeigris. Mes cheveux grisonnèrent prématurément. Et mes rêves se peuplèrent de miroirs brisés reflétant un fantôme aux 19 ans. L'âge où Julien et moi courions encore les quais de Seine. Insouciants. Frôlant les bouquinistes pour voler des volumes de Baudelaire. En 2023. Après 8 ans purgés pour bonne conduite, ironie du sort. J'avais enseigné l'architecture aux détenus. Dessinant des cathédrales impossibles sur des feuilles de PQ, je fus libéré sous bracelet électronique. Paris m'accueillit comme un amant infidèle, grise, pluvieuse, indifférente. Je louai une chambre de bonne sous les toits de Belleville. Un taudis aux murs suintants où les rats dansaient la java la nuit. Mon agence, vendue à un concurrent par Julien, qui avait hérité de tout. Élise, remariée à lui. Bien sûr. Il vivait désormais dans notre ancien appartement. Avec un enfant, un garçon de 50 aux yeux verts d'Élise. Mais aux cheveux bruns de Julien. La rumeur courait dans les cafés du quartier, le frère traître est rentré. Attention. Il va mordre. Mais je n'étais plus l'homme brisé de la cellule 214. La rage. Cette vieille amie française avait forgé en moi une lame aiguisée. C'est là que j'achetai le miroir. Chez un brocanteur arménien de la rue des Abbesses. Un homme aux moustaches ciré comme un dandy d'un autre siècle. Qui marmonna en me tendant l'objet. Celui-là. Il voit les âmes. Monsieur. Prenez garde au reflet. C'était un cadre rococo. Doré alors fin et frité. Avec un verre légèrement voilé. Comme embué par des siècles de souffle fantôme. Je le rapportai chez moi. Le posai face à mon lit de fer. Et cette nuit-là, il me montra à 19 ans, moi, riant avec Julien sous les néons du Rex. Une bière à la main. Avant que la vie ne nous sépare comme un scalpel. Les jours suivants, le miroir devint mon confesseur muet. Il reflétait non seulement mon visage émacié, mais des fragments de passé, Élise riant dans les bras de Julien lors d'un gala à l'Opéra Garnier, Julien signant les faux plans dans notre bureau. Un sourire carnassier aux lèvres. Était-ce de la folie, ou un don maudit? Hérité des superstitions provençales de notre mère? Peu importe. Le miroir confirmait ce que mon instinct hurlait, il m'avait piégé. Julien avait fabriqué les documents pour couvrir ses propres affaires louches, un détournement de fonds avec des promoteurs qataris, liés aux cercles radicaux par des chaînes d'argent sale. Élise, enceinte de lui dès 2014, avait accepté le rôle de veuve éplorée pour le couvrir. La vidéo, un appât pour me faire plier, puis un alibi pour me discréditer si je parlais. La vengeance germa comme une fleur vénéneuse dans les jardins du Luxembourg, où je m'asseyais des heures, observant les enfants jouer sous les statues de reines oubliées. Je commençai par l'ombre, des emails anonymes à leurs associés. Des photos truquées montrant Julien en compagnie de suspects post-Bataclan. Les premiers craquements apparurent vite. Julien perdit un gros client. Un chèque aux poches pleines qui murmura des doutes sur son intégrité. Élise, dans un article du Figaro, fut décrite comme la veuve inconsolable d'un traître. Ravivant les ragots. Mais ce n'était que l'amuse-bouche d'un festin macabre. Un soir de novembre 2024, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur le boulevard Saint-Germain, je l'ai confronté. Pas avec des mots, mais avec un dossier, des copies des faux plans, extraites d'un ordinateur que j'avais piraté via un ex-détenu hacker. Rendez-vous au Café de Flore.
Ce sanctuaire des existentialistes où Sartre sirotait son amère. Julien arriva le premier. Cravate de soie froissée. Son boitement exagéré pour l'effet dramatique. Alex. Vieux frère. Qu'est-ce que cette comédie? Ricana-t-il. Ses yeux de serpent luisants sous les lustres art déco. Élise suivit. Emmitouflée dans un manteau de cachemire. Son ventre légèrement arrondi, enceinte à nouveau, le choc la figea quand elle me vit. Alexandre. Tu as l'air d'un fantôme. Je posai le dossier sur la table de marbre. Entre nos tasses de thé à la bergamote. Fantôme, c'est vous qui m'avez enterré vivant. 10 ans pour vos mensonges. Le petit. Là. Dans l'appart du Marais. Il sait que son oncle est un innocent sacrifié. Julien Blamey. Mais son esprit matois riposta. Innocent? Et ta petite escapade à Lyon? Hein? Amina t'a bien baisé. Et pas qu'au figuré. Il éclata de rire. Ce rire gras qui rappelait nos disputes d'enfance. Élise posa une main sur son bras. Suppliante. Julien. Arrête. Alexandre. On peut arranger ça. Pour le bien de l'enfant. Mais ses yeux trahissaient la peur. Cette peur viscérale d'une femme qui sait que le passé, comme un vin qui tourne, peut tout empoisonner. Je partis sans un mot, laissant le dossier comme une grenade dégoupillée. Les semaines suivantes furent un balai de lames dans l'ombre. Julien contre-attaqua. Il fit circuler des rumeurs me liant à des groupuscules d'extrême droite. Vengeur amer d'un système qu'il avait brisé. La police me convoqua. Bracelet électronique serré. Pour menace. Élise m'envoya un message pathétique. Reviens. On oublie tout. Julien est parti en voyage d'affaires. Mensonge. Bien sûr. J'avais vu les photos sur Instagram. Eux deux à Deauville. Toast au champagne face à la mer Normande. Le miroir. Fidèle gardien. S'assombrit. Il me montrait désormais des visions floues, du sang sur les pavés de la place Vendôme. Un cri étouffé dans la nuit. Kia. Il a averti. Murmurai-je un matin. Le verre froid contre ma paume. L'image d'Élise. Ligotée. Suppliante. Était-ce un présage ou une tentation? La frontière entre justice et folie s'effritait comme le stuc des vieux immeubles parisiens. La nuit de l'orage. Le 10 décembre 2025, date maudite. Anniversaire de ma libération. Je passai à l'acte. J'avais volé la clé de l'appartement lors d'une visite surprise déguisée en réconciliation. Sous la pluie torrentielle qui flagellait Montmartre comme les larmes d'un dieu en colère. Je gravis les marches de l'escalier de service. Marteau de maçon volé dans un chantier voisin en poche. L'enfant dormait. Bercé par un mobile de papier mâché représentant la tour Eiffel. Julien et Élise, enlacés sur le canapé Chesterfield, sirotaient un cognac Hennessy, ignorant le diable à leur porte. J'entrai sans bruit. Ombre parmi les ombres. Julien se leva le premier. Son boitement fin oublié dans la panique. Toi, espèce de rat d'égout. Il bondit. Mais je fus plus rapide. Le marteau s'abattit sur son crâne avec un craquement sec. Comme une noix sous la dent. Du sang jaillit, éclaboussant le tapis persan que nous avions choisi ensemble il y a 15 ans. Élise hurla. Un cri primal qui réveilla l'enfant en pleurs. Alexandre. Non, pour l'amour de Dieu. Elle rampa vers moi. Main tendue. Son chemisier de soie déchiré révélant la chair pâle que j'avais jadis caressée. Je la regardai. Ce regard qui traverse l'abîme. L'amour? Tu parles d'amour. Toi qui m'as vendu pour un lit chaud. La lame, un opinel provençal. Cadeau de notre père, glissa dans ma main. Elle supplia encore. Évoquant l'enfant. Notre passé. Un avenir possible. Mais le miroir avait averti, la trahison n'a pas de rédemption. Je frappai. Net. Dans la gorge. Sentant le cartilage céder comme du papier.
Son corps s'affaissa, gargouillant un dernier « pourquoi ». L'enfant pleurait toujours. Je m'approchai de son berceau. Ce petit être innocent aux traits mêlés des miens et des leurs. Gánh tội thay người khác encore une fois. Non. Je le pris dans mes bras. Le bercer jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent. Puis le déposer dans la cuisine. Porte fermée. Les sirènes hurlèrent au loin. La pluie martelant les vitres comme un cœur funèbre. Je sortis par la fenêtre de service. Descendant les toits glissants de Montmartre. Fantôme dans la nuit. La police me rattrapa au lever du jour. Au pied du Sacré-Cœur. Où les touristes prenaient déjà des selfies sous le dôme blanc. Alexandre Duval. Vous êtes en état d'arrestation pour double homicide. Je ne résistais pas. En menottes. Je jetai un dernier regard à la basilique. Cette sentinelle de pierre qui avait vu tant de péchés parisiens. Au parloir de la santé. 2 semaines plus tard. Un avocat que j'avais engagé, un jeune loup aux dents acérées, me glissa le twist final. Le miroir n'avait pas menti. Mais il avait omis une vérité pire. L'ADN sur les faux plans, pas seulement le mien falsifié. Julien avait un complice, moi. À mon insu. En 2014. Lors d'une beuverie arrosée de pastis à Marseille. J'avais signé des documents en urgence pour lui. Pensant à un prêt familial. Ces papiers avaient servi de base aux falsifications. J'étais coupable. Non pas de terrorisme, mais de négligence criminelle. Élise le savait, c'est pour ça qu'elle avait consenti au piège. Le petit, mon fils. Biologiquement. Julien l'avait élevé comme le sien. Mais les tests post-mortem le confirmaient. La vengeance. Cette muse française, si chère à Hugo et à Zola, m'avait libéré et damné en un coup. Les juges débattaient, héros tragiques ou monstres sanguinaires. Les médias se déchiraient. Certains me voyant comme un avengé des injustices judiciaires. D'autres comme un fratricide fou. Le miroir. Confisqué par la police. Gisait désormais dans un entrepôt des douanes. Attendant un nouveau propriétaire imprudent. Et moi, dans ma cellule. Je souris au mur nu. Parfois. Dans les flaques d'eau après la douche. Je revois mon reflet à 19 ans. Riant avec un frère perdu. Hia. Il a averti, la prochaine fois. Ce sera ton tour de trahir. Les murs de la santé suintaient d'humidité comme les regrets d'un amant trompé. Et chaque nuit, je revivais l'orage en boucle, le craquement du crâne de Julien. Le gargouillement d'Élise. Le pleur étouffé de l'enfant que j'avais laissé derrière moi comme un paquet abandonné sur le quai d'une gare de province. Les matons. Ces cerbères aux uniformes bleu fané. Me traitaient avec un mélange de crainte et de dégoût. Le boucher du Marais. Murmurait-il dans les couloirs au néon clignotant. Leurs pas claquant sur le lino usé comme des coups de fouet. J'étais redevenu le paria. Mais cette fois. Avec une auréole de légende urbaine qui faisait frémir les nouveaux arrivants. Mon avocat. Maître Laurent. Un freluquet aux lunettes rondes et au verbe acéré comme une rapière du siècle dernier. Me rendait visite 2 fois par semaine. Il apportait des croissants tièdes du Ladurée, un luxe absurde dans cet antre de privation, et des nouvelles du monde extérieur. Ce Paris que j'avais saigné de mes propres mains. Les manifestations font rage. Alexandre. Les gens scandent votre nom dans les rues de République. Justice pour Duval, clament les uns. Mort aux traîtres, hurlent les autres. Il ajustait ses notes. Ses doigts fins tremblant légèrement. Votre twist ADN complique tout. Les experts penchent pour une provocation à la vengeance. Mais le procureur parle de préméditation sadique. Je riais. Un rire rauque qui résonnait dans la salle des parloirs comme un écho de gargouille. Sadique, dites-leur que c'était poétique. Laurent. Comme dans les liaisons dangereuses, une danse de masque où personne n'est innocent. Il hochait la tête. Impressionné malgré lui. Et me racontait les détails croustillants. Julien avait un coffre-fort à la banque Rothschild. Rempli de lettres d'amour d'Élise.
daté de 2013, 1 an avant ma chute. Elle l'avait appelé « mon loup », lui promettant de se débarrasser du boulet. Le petit, Théo, avait été placé chez une tante éloignée en Bretagne. Un phare solitaire sur les falaises de Quiberon, où les vagues hurlaient des secrets à l'océan. Mais le vrai poison coulait des veines du miroir. Confisqué, il n'en hantait pas moins mes rêves. Dans les cellules humides, je voyais son cadre rococo penché au-dessus de mon lit. Le verre voilé comme un voile de mariée ensanglantée. Il me montrait des fragments inédits. Amina, la prostituée de Lyon, n'était pas une victime anonyme. Elle était la sœur de l'un des promoteurs qataris impliqués dans les affaires de Julien. La vidéo, pas un chantage fortuit, mais une pièce d'un puzzle plus vaste, où mon frère avait ourdi un réseau de corruption depuis les souks de Doha jusqu'au salon feutré de l'Élysée. Et moi, l'idiot utile. J'avais été le bouc émissaire parfait, un architecte respectable. Frère aimant. Mari infidèle juste assez pour être discrédité. Les nuits s'étiraient en veillées funèbres. Bercé par les ronflements des codétenus, un Algérien tatoué qui parlait aux étoiles. Un banquier ruiné qui pleurait sa Rolex perdue. Je dessinais sur les murs avec un bout de craie volée, des plans de cathédrales inversés, où les flèches pointaient vers l'abîme au lieu du ciel. Tu vas crever ici. Duval. Me crachait un malfrat des banlieues. Un colosse aux cicatrices de couteau. Mais je le fixais. Mes yeux, ces yeux que le miroir avait rendus d'acier, jusqu'à ce qu'il détourne le regard. La vengeance n'était pas finie, elle s'était métastasée, rampant dans les veines de la société parisienne comme une vérole littéraire. Un matin de février 2026, alors que la Seine gelait sous un improbable manteau blanc, Paris la coquette. Surprise en robe de mariée hivernale, Laurent apporta une enveloppe anonyme. Trouvée sous la porte de mon cabinet, rue de Rivoli. Pas d'empreinte. À l'intérieur, une photo jaunie, moi à 19 ans, avec Julien et notre mère, lors d'une promenade aux Tuileries. Au dos, une écriture fine, presque calligraphiée, le miroirement. Cherche dans les caves de Belleville. Mon cœur, ce muscle flétri, s'emballa. Était-ce un piège? Ou la clé d'un twist plus profond? Libéré sous caution grâce à une pétition en ligne qui avait récolté 50 000 signatures. Merci. Twitter et ses hashtags Duval-Vengeur. Je regagnais mon taudis de Belleville. Ce quartier bigarré où les odeurs de couscous se mêlaient aux effluves de hache des dealers maghrébins. Le miroir m'attendait. Restitué par un flic compatissant qui avait marmonné. Celui-là. Il porte malheur. Brûle-le. Mais je le posai face à la fenêtre, où la lumière rasante du matin dansait comme une lame. Les caves de Belleville, un dédale souterrain. Vestige des carrières de gypse qui avaient nourri les plâtres haussmanniens. J'embarquai un ex-codétenu, Karim, un ancien mineur reconverti en guide clandestin, pour 200 € et une promesse de silence. Nous descendîmes par une trappe derrière une épicerie halal. L'air chargé de poussière de siècles et de mystères oubliés. Nos lampes torchées balayaient les parois suintantes, révélant des graffitis datant de la Commune, « Vive la République ou la mort ». Karim, suant sous sa casquette des bleus, grognait « Qu'est-ce qu'on cherche ?» Patron, des fantômes. Pas des fantômes. Non. Des preuves. Au bout d'une heure, dans une alcôve scellée par des planches pourries, nous trouvâmes une caisse métallique, rouillée comme les regrets. À l'intérieur, des disquettes informatiques, reliques des années 2010, des carnets codés, et une lettre signée « A. Amina. Cher Alexandre, si tu lis ceci, Julien est mort. Il m'a promis l'impossible, une vie à Paris, loin des rues de Perrache. Mais il a menti, comme toujours. La vidéo était pour le forcer à payer. Tes plans, il les a volés à ton bureau pendant ton sommeil éthylique. Pardonne-moi, je suis la première trahie.
Le twist me frappa comme un coup de boutoir. Amina n'était pas une victime, elle était une exécutrice. En 2016, après ma condamnation, elle avait contacté Élise, révélant une partie de la vérité pour la faire douter. Mais Élise, loyale à son amant boiteux, avait choisi le silence, enterrant le secret plus profond. Et le petit Théo, conçu lors d'une nuit où j'étais ivre, mais élevé par Julien comme un trophée de victoire. Je remontai à la surface, la tête bourdonnante, le miroir attendant comme un juge silencieux. Il me montra alors non pas le passé, mais l'avenir, Théo, adulte, me fixant depuis une salle d'audience. Accusateur muet. La vengeance, cette garce capricieuse, avait semé les graines de sa propre perpétuation. Devais-je le chercher, ce fils que j'avais épargné par caprice, ou le laisser aux vagues bretonnes? Ignorant le sang paternel qui coulait en lui, les débats publics enflaient comme une marée montante. Sur France Inter, un philosophe existentialiste, un héritier de Camus, au plaidait « Duval est l'absurde incarné. Sa rage est justifiée par l'injustice systémique. » Sur CNews, une blonde aux lèvres siliconées tonnait « Un monstre. Il a décimé sa famille pour un ego bafoué. » Les livres brodés sur mon histoire fleurissaient aux étals des Fnac, Le miroir brisé, chronique d'une vengeance parisienne. Préfacé par un prix Goncourt qui voyait l'essence du roman noir français. Mais en moi, la tension montait, huâme et inexorable. Un soir, alors que la lune se reflétait dans le verre antique comme un œil accusateur, je composai le numéro de la tante bretonne. « Théo veut te voir », dit-elle d'une voix chevrotante. Il a 11 ans maintenant, et les cauchemars le hantent, des marteaux, du sang sur les tapis. Mon cœur se serra. Ce traître. Était-ce la rédemption, ou le dernier acte d'une tragédie shakespearienne? Je pris le train pour Quiberon, ce convoi brinque-ballant qui filait le long de la côte atlantique, où les embruns salés fouettaient les vitres comme des reproches. Le phare de Belle-Île clignotait au loin, gardien de secrets engloutis. Théo m'attendait sur la plage. Petit garçon aux yeux vert ourlés de cils noirs. Un cerf-volant en forme de mouette claquant au vent. « Papa » murmura-t-il, hésitant, le sable collant à ses baskets trouées. Je m'agenouillai, le sable froid mordant mes genoux. « Non, Théo. Je suis l'oncle Alex. Mais je suis là pour te dire la vérité. » Les mots coulèrent, âpres comme le sel, la trahison, les mensonges, le sang. Il écouta, muet, ses petits poings serrés. Puis, sans un mot, il lâcha la ficelle du cerf-volant, qui s'envola vers l'horizon gris. « Je veux pas de vérité si elle fait mal. » dit-il enfin, sa voix un filet fragile. Ce soir-là, dans la maisonnette aux volets bleus battus par la tempête, la tante me servit une bolée de cidre bouché. « Il te ressemble. Tu sais. » Cette rage contenue, comme un orage en bouteille. Je hochai la tête. Le miroir absent mais omniprésent dans mon esprit. Il avait averti, la boucle se referme. Théo, en grandissant, choisirait-il la vengeance ou le pardon? Et moi, ce spectre errant, quel rôle jouais-je dans son drame? De retour à Paris, les audiences préliminaires battaient leur plein au palais de justice. Ce mastodonte gothique où la Lady Justice trône aveugle. Laurent, suant sous son aube, plaidait la légitime défense morale. Mon client a été victime d'une machination familiale. Un opéra de dupes inspiré des grands classiques français. Le procureur, une femme aux cheveux poivre et sel et au regard de basilic, ripostait, Monsieur Duval a choisi le marteau plutôt que la loi. C'est la barbarie, pas la justice. Les témoins défilaient, l'arménien du brocanteur, jurant que le miroir était maudit, comme ceux des sorcières de Salem. Karim, le guide des caves, confirmant la caisse d'Amina, même la voisine du Marais.
Une vieille bourgeoise au collier de perles, qui avait entendu des rires complices, tard la nuit. Et au milieu de ce cirque, le twist final éclata comme une bulle de savon empoisonné. Amina, rapatriée au Maroc après un scandale mineur, avait été retrouvée morte dans un riad de Marrakech, overdose de laudanum. Flacon vide à la main. Sa lettre, posthume, accusait Julien d'avoir financé son silence avec de l'argent sale. Mais le coup de grâce, un enregistrement audio, exhumé des disquettes, où Julien, ivre lors d'une fête à Cannes, confessait à Élise « Alex est parfait pour porter le chapeau. Il a toujours été le faible, le rêveur. Toi et moi, on construira sur ces ruines. » La salle explosa en murmures. Un bourdonnement de frelons en colère. Les jurés, ces bourgeois aux faces pâles, se consultèrent du regard, pitié ou condamnation. Moi, menotté au banc des accusés, je fixai le vide, voyant le miroir flotter comme un ectoplasme. Il me montra Théo, adolescent, brandissant un journal titrant « Le vengeur ou le victime ». Le débat était lancé. Et Paris, cette grande putain sentimentale, en raffolait. Pourtant, dans l'ombre de ma cellule, la tension ne faiblissait pas. Les nuits étaient peuplées de fantômes, Julien boitillant vers moi. Marteau en main, Élise, lèvres scellées par du sang, murmurant « Pourquoi pas moi d'abord ?» Et le miroir. Oh, ce maudit miroir! Riait en silence. Hia. Il avait averti d'un nouveau reflet, une femme aux yeux verts, tenant la main de Théo. Une alliance neuve à l'annulaire. Une remplaçante, ou le fantôme d'Élise. Revenu hanté, la vengeance. Je le compris enfin. N'est jamais un point final. C'est une phrase en suspens. Un cliffhanger baudelairien qui invite le lecteur, ou la victime, à tourner la page. Et si la page suivante était celle de Théo, le printemps 2026 enveloppa Paris d'un voile de cerisier en fleurs. Ses pétales roses flottant sur la Seine comme des confettis d'un carnaval macabre. Moqueur face à mon procès qui s'enlisait dans les méandres judiciaires français. Ce système byzantin où la vérité se noie dans des avalanches de plaidoiries et d'appels. Maître Laurent, mon bouclier verbal, multipliait les requêtes, expertise psychiatrique pour invoquer la folie du miroir. Témoignage de psychologue sur le trauma carcéral. Vous êtes un homme brisé, Alexandre. Pas un tueur en série. Insistait-il lors de nos tête-à-tête au parloir. Ses yeux myopes plissaient derrière ses verres épais. Brisé? Oui. Comme un vase Ming jeté du haut de Notre-Dame. Mais reconstitué avec de la rage en guise de colle. Les audiences se tenaient sous les voûtes gothiques du palais, où les juges en toge écarlate siégeaient comme des cardinaux inquisiteurs. Le public, ce troupeau badaud, se pressait aux portes, intellectuel du quartier latin citant Sartre pour justifier ma révolte existentielle. Tabloïd people spéculant sur le secret du petit Théo. Héritier maudit. Et au centre de l'arène, moi, Alexandre Duval, l'accusé au regard hanté, dessinant distraitement des reflets brisés sur mon bloc-notes. Le procureur, Madame Vasseur, une amazone aux cheveux coupés courts et à la voix de corbeau, me disséquait comme un cadavre sur la table d'autopsie de la salpêtrière. Monsieur Duval, vous parlez d'un miroir maudit. Est-ce une métaphore pour vos pulsions meurtrières? Ou une excuse pour avoir exécuté froidement votre frère et votre ex-épouse? Ces questions pleuvaient, acides comme le vinaigre de Jerez qu'Élise affectionnait. Je répondais calmement. Ma voix un murmure de confessionnal. Ce miroir m'a montré leur trahison. Madame. Julien n'était pas mon frère, il était Caïn en costume 3 pièces. Élise. Ève empoisonnée par le serpent de l'ambition. Un témoin surprise fit basculer la balance, l'ex-flic corrompu de Lyon. Un certain Moreau. Désormais à la retraite dans une villa de la Côte d'Azur. Grisonnant et bedonnant comme un satyre repu. Convoqué sous contrainte.
Il craqua sous le feu roulant des questions de Laurent. Julien Duval m'a payé 20 000 € pour la vidéo d'Amina. C'était pour briser son frère. Le faire chanter sur les parts d'agence. Les plans terroristes, une fabrication pure. Pour couvrir un détournement de 5 millions avec des fonds qataris. La salle retint son souffle. Un silence de cathédrale avant la volée des cloches. Madame Vasseur vira au cramoisi. Objection. Votre honneur. Ce témoignage est du oui-dire. Mais le mal était fait. Les journaux du soir titraient « Le fratricide innocent ». Avec ma photo, un portrait flou du miroir. Où mon visage à 19 ans superposé à l'actuel. Comme un palimpseste de destin. Théo. Ce petit fantôme. Hantait mes nuits. Depuis Quiberon. Il m'écrivait des lettres maladroites. Sur du papier à carreaux déchiré d'un cahier d'école. Tonton Alex. Pourquoi maman criait dans mes rêves? La tante dit que c'est des histoires de grands. Viens à la mer. Il y a des coquillages qui chantent. Chaque mot était un poignard torsadé. Rappelant que ma vengeance avait orpheliné un innocent. Pourtant, la tension UAM ne relâchait pas son étreinte. Dans les couloirs du palais, des anonymes m'abordaient, une femme en tailleur pantalon. Professeur de littérature à la Sorbonne. Glissez une carte. Votre histoire est un roman balsacien. Contactez-moi pour un livre. Un homme au chapeau fedora. Journaliste freelance. Murmurait. Le twist avec Amina, c'est Julien qui l'a tué. Pas une overdose. J'ai des preuves. Les rumeurs pullulaient comme les rats dans les égouts de la capitale. Et Paris. Cette commère éternelle. En redemandait. Je décidai de creuser. Libéré temporairement pour raison médicale, un ulcère fictif validé par un toubib complice. Je filai vers la côte. Guidé par l'adresse de Moreau. La villa. Un pastiche provençal aux volets persiennes bleues. Surplombait la baie de Nice. Où la Méditerranée léchait les galets comme une amante repentante. Moreau m'accueillit avec un pastis trouble. Ses mains tremblantes versant le sirop d'anis. Duval. Vous êtes un zombie. Votre frère. Ah. Julien était un serpent. Il m'a refilé Amina comme un paquet cadeau empoisonné. Elle voulait le faire chanter à son tour. Pour du fric. Il l'a attiré à Marrakech sous prétexte de règlement. Et pouf, laudanum dans le thé à la menthe. Les preuves, un billet d'avion au nom de Julien. Daté de la semaine de la mort d'Amina. Et un virement bancaire de 50 000 € vers un compte offshore. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je. Le pastis brûlant ma gorge comme un remords. Moreau haussa les épaules. Ses yeux chassieux fuyant les miens. Parce que la conscience, c'est comme le calvaire, ça ronge. Et puis, votre gamin. Théo. Il mérite pas porter le poids. De retour à Paris. Le train filant sous les Alpilles comme un serpent d'acier. Je confrontai le miroir dans mon taudis de Belleville. Il me montra une vision nouvelle, Julien. À Cannes. Versant le poison dans la tasse d'Amina. Son visage tordu en un rictus de triomphe. Tu étais le faible. Alex. Mais regarde-toi maintenant, un dieu de la vengeance. Le verre vibra. Comme animé d'une vie propre. Et je crus entendre un rire, celui de notre mère. Ou peut-être de la ville lumière elle-même. Moqueuse. Le procès reprit de plus belle. Avec ce nouveau twist comme une grenade dans la plaidoirie. Laurent. Exalté. Brandit les documents, mesdames et messieurs. Duval n'est pas un meurtrier, il est un justicier tardif. Julien. Le vrai monstre. A semé la mort de Lyon à Marrakech. Madame Vasseur contre-attaqua. Venimeuse, et l'enfant. Monsieur Duval, vous l'avez laissé hurler dans le noir. Pendant que vous dansiez sur les tombes familiales. C'est ça. Votre justice. Les jurés hésitèrent. Leur visage un kaléidoscope de doute, la jeune mère de famille. Les lèvres pincées, l'avocat retraité. Hochant la tête sagace,
L'étudiant en droit. Griffonnant furieusement. Moi. Je fixais la verrière du palais, où la pluie martelait comme un tambour funèbre. La décision, reportée à l'infini. Ce purgatoire judiciaire français où la culpabilité se dissout dans les appels. Mais la vraie haute tension vint d'un appel inattendu. Théo, en fugue de Quiberon, avait été retrouvé errant près de la gare Montparnasse. Un sac à dos bourré de coquillages et une photo de famille froissée. « Je veux voir tonton Alex », avait-il déclaré aux flics, ses yeux verts luisants de larmes. La tante. Effondré. Me contacta. Il parle du miroir. Alexandre. Il dit que maman lui apparaît dedans, lui disant de pardonner. Je le vis au parloir. Ce petit être frêle en souhaite à capuche trop grand. Les coquillages cliquetant dans sa poche. Tonton, c'est vrai que tu as un miroir magique, demanda-t-il. Sa voix un chuchotis de conque marine. Je hochai la tête. La gorge nouée. Il montre les secrets. Théo. Mais les secrets font mal. Il posa sa main sur la vitre blindée. Paume à paume avec la mienne. Alors brise-le. Et on recommence. Comme dans les histoires de la mer. Ce geste, innocent et dévastateur, fissura quelque chose en moi, pas l'armure de rage, mais le cœur dessous. Ce muscle français si prompt à la mélancolie. Était-ce le twist final? Ce pardon d'enfant qui divisait les âmes, héros rédempteur ou monstre irrécupérable? Dehors, Paris bruissait de controverses. Un podcast viral. Le reflet de Duval. Compilait les témoignages. Les auditeurs votant en ligne, 52% pour l'acquittement, 48% pour la perpétuité. Les manifestations enflaient place de la Concorde. Pancarte brandie, vengeance ou justice. Libérer le miroir maudit. Et moi, piégé dans ce théâtre d'ombre, je sentais la boucle se resserrer. Le miroir, où qu'il soit, avait averti, le sang appelle le sang. Mais le pardon est une lame plus aiguisée. Pourtant, dans l'ombre de la nuit cellulaire, une décision germait. Controversée même à mes yeux, contacter les Qataris. Exposer le réseau entier. Sacrifier ma liberté pour démanteler l'héritage de Julien. Ou protéger Théo. Le laisser grandir sans le poids de ce drame balsacien. La tension montait. Huam et inexorable. Comme le sirocco qui précède l'orage. L'été 2026 abattit sur Paris comme une fièvre tropicale. L'air lourd de bitume fondu et de parfums fanés. Où les fontaines de la Concorde crachaient une eau tiède impuissante contre la canicule. Mon procès. Ce feuilleton judiciaire à la Desperate Housewives version Zola. Atteignait son paroxysme, audience marathon sous les plafonds voûtés du palais. Où l'odeur de cire cirée se mêlait à celle de la sueur des plaideurs. Maître Laurent. Échevelé comme un d'Artagnan en bout de course. Alignait ses témoins comme des pions sur un échiquier géant. Expert en balistique confirmant que le marteau provenait d'un chantier public. Symbolisant l'outil du prolétaire trahi, psychanalyste freudien disséquant mon complexe de Caïn inversé. Madame Vasseur. Mon némésis en toge. Ripostait avec la précision d'une épée de femme fatale. Monsieur Duval. Votre miroir n'est qu'un alibi pour un bain de sang familial. Vous avez laissé un enfant orphelin. Un innocent marqué au fer rouge de votre rage. Ces mots claquaient. Et les jurés, ce jury populaire si cher à la démocratie française. Mélange de caissières de Monoprix et de profs de philo, se tortillaient sur leurs bancs de bois patiné. Visage crispé par le dilemme moral. Théo. Ce petit phare dans ma nuit. Revenait hanter chaque répit. Après sa fugue, la tante l'avait renvoyé en Bretagne. Mais il m'envoyait des dessins, des miroirs brisés entourant une tour Eiffel en feu. Légendé d'une écriture enfantine, pour tonton. Contre les méchants. Chaque enveloppe, postée de Roscoff avec un tampon salin, était un rappel que ma vengeance, ce feu follet romantique, avait allumé un incendie dont les braises consumaient l'innocent. Je répondais en secret.
Via Laurent, le miroir guérit aussi. Theo. Un jour, on ira casser des coquillages ensemble. Mais les ombres s'allongeaient. L'homme au fedora, ce journaliste fantôme nommé Étienne, m'avait contacté via un codétenu. Rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Tombe de Proust. Le cimetière. Ce royaume des morts illustres sous la lune voilée. Bruissait de fantômes littéraires, Oscar Wilde moqueur. Balzac bedonnant. Étienne surgit d'une allée de cyprès. Chapeau incliné comme un détective de Simon. Un dossier sous le bras. Julien n'a pas tué Amina seule. Élise était là. À Marrakech. Témoin oculaire, un groom du riad. Soudoyé pour se taire. Les photos granuleuses montraient Élise. Voilée de soie saharienne. Versant le laudanum aux côtés de Julien. Leur complicité un duo macabre digne d'un opéra de Bizet. Pourquoi ? Balbutiai-je. Adossé à la pierre froide de la tombe d'Allan Kardec. Le magnétiseur spirit. Étienne alluma une gauloise. La fumée dansant comme un esprit. Pour l'héritage. Amina menaçait de tout révéler après votre condamnation. Élise, enceinte de Théo, voulait un avenir propre. Julien, il riait. Alex portera tout. Même nos péchés. Le twist me terrassa. Plus violent qu'un coup de marteau. Élise, ma vipère aux yeux verts, n'était pas une victime consentante, elle était l'architecte en chef, tissant la toile avec une patience d'araignée provençale. Théo, mon fils, fruit d'une nuit volée, mais élevé dans un nid de mensonges. Je rentrai au palais en titubant, le dossier brûlant dans ma poche, prêt à le lâcher comme une bombe lors de l'audience suivante. La salle était bondée. L'air étouffé par les ventilateurs ronronnants et les murmures fiévreux. Laurent, sentant le vent tourner, me glissa. Utilisez-le. Alexandre. C'est votre as de pique. Je montai à la barre. Menottes cliquetant comme un refrain maudit. Et déverser le poison, Élise n'était pas innocente. Elle a tué Amina pour protéger leur empire de mensonges. Voici les preuves. Les photos projetées sur l'écran géant firent l'effet d'une gifle collective. Élise. Sourire complice. La tasse fumante. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Madame Vasseur blêmit. Ses notes tremblant dans sa main griffue. Calomnie post-mortem. Tonat-elle. Mais le doute avait germé. Vénéneux comme une ronce. Les jurés se consultèrent. Regard fuyant. Le public. Ce cœur antique. Scandait en sourdine, vérité. Vérité. Dehors. Les médias explosaient. Le Monde titrait, le duo diabolique, Élise Duval. Meurtrière cachée. Tandis que Libération disséquait, la vengeance de Duval, mythe ou manipulation. Les camps se formaient. Controversés et passionnés. Féministes criant au patriarcat vengeur qui salit les mortes. Traditionnalistes saluant la purge d'une famille pourrie. Pourtant, la haute tension personnelle culmina cette nuit-là. Dans une cellule surchauffée où l'air conditionné gémissait en vain. Le miroir, restitué pour expertise psychologique, trônait sur une table boulonnée, son verre captant la lueur jaunâtre de l'ampoule. Il me montra non plus le passé, mais un futur fracturé, Théo. 18 ans. En robe d'avocat. Plaidant contre moi dans une salle identique. Mon père a tué pour rien. Accusait-il. Voix chevrotante. Puis l'image se brisa. Reformant Élise. Vivante. Berçant un nouveau-né, pas Théo. Un autre. Conçu avec Julien. Était-ce l'hallucination ou prescience maudite? Je brisai le verre d'un coup de poing. Les éclats tailla dans ma paume comme des reproches stellaires. Le sang coula. Rouge sur le cadre doré. Et pour la première fois, je pleurai, des sanglots rauques. À la Victor Hugo exilé. Pour l'homme que j'aurais pu être.
sans la trahison qui m'avait forgé en l'âme. Le lendemain, la tante appela Laurent en urgence. Théo avait trouvé une lettre d'Élise, cachée dans un tiroir de la maison bretonne. Si je meurs, dis à Alex que Théo est sien. Julien savait, mais il voulait l'Empire. Pardonne-moi. Mon amour perdu. La révélation, Élise. Repentante in extremis. Écrivant avant l'orage fatal, fit vaciller le procès. Était-ce un suicide assisté? Ou une ultime manipulation? Madame Vasseur exigea une suspension. Laurent jubila. C'est la faille. Alexandre. Mais la vraie controverse éclata lors d'une audience publique. Un expert en graphologie confirma l'écriture d'Élise, mais nota des incohérences, comme dictées sous contrainte. Les théories fleurirent. Élise piégée par Julien jusqu'au bout, ou un faux pour attendrir le jury. Paris. Cette marmite bouillonnante. Bouillonnait de débats, dîner en terrasse du Marais disséquant, la femme fatale repentie. Forum en ligne votant, Duval, sauveur ou bourreau. 55% pour le pardon. Je visitais Théo en secret. Escorte policière discrète. Sur la plage de Quiberon où les vagues sculptaient des châteaux de sable éphémères. Il courut vers moi, coquillage en poche, et m'embrassa sans peur. Tonton, la lettre dit que t'es mon papa. C'est vrai. Sa question, innocente comme une brise doux. Me transpercha. Oui, fiston. Mais les papas font des erreurs. Grandes, comme des tempêtes. On marcha des heures, pieds nus dans l'écume, parlant de miroirs cassés et de tours Eiffel qui ne s'effondrent jamais vraiment. Ce moment, fragile comme du verre filé, divisait mon âme, révélait la lettre au procès, risquant de salir Élise davantage. Ou la garder. Bouclier pour Théo, la vengeance. Cette maîtresse jalouse. Murmurait, frappe encore. Le pardon. Voix de la mer infinie. Susurrait, laisse aller. De retour à la cellule. Les éclats du miroir balayés, mais persistants sous la peau. Je choisis. Ou crus choisir. L'audience fatidique approchait. Et avec elle, le verdict qui scellerait non seulement mon sort, mais celui d'une lignée maudite. Hia. Dans un éclat survivant. Le miroir avait averti, le sang n'appelle pas toujours le sang, parfois. Il appelle la lumière. L'automne 2026 drapa Paris d'un manteau de feuilles ocre. Ses tapis craquants sous les pas des passants pressés le long des boulevards Haussmann, où les vitrines des galeries Lafayette scintillaient comme des promesses mensongères. Mon procès. Ce mélodrame judiciaire étiré sur des mois comme un roman de Proust en feuilleton. Touchait à son apogée, la plaidoirie finale. Ce rituel oratoire où les mots deviennent des flèches empoisonnées ou des onguents apaisants. La salle d'audience, surpeuplée jusqu'à l'asphyxie, bourdonnait d'une tension palpable. L'air chargé d'électricité statique et de parfums coûteux. Chanel numéro 5 pour les bourgeoises du premier rang. Sueur anxieuse pour les journalistes du fond. Maître Laurent, pâle mais résolu, ajusta sa cravate comme un bourreau son nœud coulant, et déchaîna son éloquence. Mesdames et messieurs les jurés. Alexandre Duval n'est pas un assassin tapi dans l'ombre. Il est le produit d'une trahison shakespearienne. Un Othello trahi par un Iago en frère de sang. Le miroir, symbole de l'âme française. Reflet de nos hypocrisies collectives. Libérez-le. Non pour absoudre le sang versé, mais pour honorer la justice poétique. Ces mots, ciselés comme des strophes de Rimbaud, firent vibrer les vitraux, arrachant des applaudissements réprimés. Madame Vasseur riposta. Un venin distillé goutte à goutte, poétique, c'est un massacre domestique. Mesdames et messieurs, Duval a choisi le marteau et la lame sur le dialogue. L'orphelin sur la raison. Son twist avec Élise Duval, une calomnie tardive pour réécrire l'histoire en sa faveur. Condamnez-le. Pour que Paris respire sans le spectre d'une vengeance impunie. Sa voix. Un crescendo wagnérien. Cloua les jurés à leur siège. Leur visage un masque de dilemme,
Compassion pour le traîné. Horreur pour le tueur. Moi, au banc des accusés, je serrais la lettre d'Élise dans ma poche intérieure. Ce parchemin fragile comme un testament d'automne. La révélation finale, je l'avais montrée à Laurent la veille. Sous serment de discrétion jusqu'au dernier moment. C'est la clé. Alexandre. Mais sa divise, Élise repentie humanise le drame. Ou la fait passer pour une sainte manipulatrice. J'avais hoché la tête. Le cœur en vrac. Théo, en Bretagne, m'avait envoyé un dernier dessin, un miroir intact, reflétant un père et un fils marchant sur la plage. Légende fin heureuse. L'innocence, ce baume rare, me poussait à la miséricorde, la rage. Cette vieille sorcière hurlait « Venge-toi jusqu'au bout ». Le jury se retira. Un exode solennel vers la chambre des délibérations. Ce sanctuaire où les verdicts se forgent dans le feu des consciences. Dehors. Paris retenait son souffle. Manifestation rivale sur le Pont-Neuf. Libérer Duval. Contre Justice pour les Duval. Plateau télé en direct depuis le Trocadéro. Ou des experts, un sociologue marxiste. Une psy lacanienne disséquait la fracture sociétale d'une vengeance familiale. Les réseaux sociaux. Ce colisée numérique pullulait de même, mon visage superposé à la Joconde. Sourire énigmatique, le miroir brisé en émoji de verre pilé. Les heures s'étirèrent en éternité. Bercé par les cloches de Notre-Dame, réparé mais toujours blessé. Comme moi. Karim, mon ex-guide des caves, m'avait fait passer un message via un maton complice, les Qataris paniquent. Ils lâchent des dossiers sur Julien pour sauver leur peau. Ton réseau s'effondre. Patron. La vengeance. Ironie suprême. Opérait post-mortem. Les arrestations pleuvaient dans les cercles immobiliers parisiens. Promoteur en col blanc jeté en pâture au loup de Bercy. Paris. Cette hydre aux 1000 têtes. Seppelheit. Mais à quel prix? Minuit sonna quand le jury revint. Visage grave comme des masques de comédia dell'arte. Le président. Un magistrat aux lunettes en écaille et à la moustache à la Clémenceau. Déplia son papier d'une main tremblante. Accusé. Levez-vous. Mon cœur martela. Un tambour de la Bastille. Au nom du peuple français. Nous vous déclarons coupable d'homicide volontaire sur la personne de Julien Duval. Avec circonstances atténuantes pour la légitime défense morale. Peine, 15 ans. Aménageable après 7 pour bonne conduite. Acquittement pour Élise Duval. Faute de preuves irréfutables au-delà du doute raisonnable. Un grondement parcourut la salle, cri de joie des partisans. Huée des adversaires. Coupable. Mais pas le monstre absolu. Acquittement pour Élise. La laissant sainte ou sorcière dans les mémoires. Laurent m'étreignit. Larmes aux yeux, c'est une victoire. Alexandre. 7 ans. Et Théo aura 18 ans. Mais en moi. Le twist final bouillonnait. Controversé comme un vin nouveau trop âpre. Car j'avais menti, ou omis. La lettre d'Élise. Je l'avais brûlée dans les toilettes de la cellule. Ses cendres dispersées dans l'égout comme un rituel vaudou. Pourquoi? Pour protéger Théo d'une mère ambivalente. Repenti mais complice. Pour laisser le mythe intact. Divisant les âmes. Élise. Victime ultime ou architecte du chaos. Le jury. Influencé par les doutes sur son rôle à Marrakech. Avait penché pour la pitié. Ma vengeance. Achevée dans l'ombre. Avait gagné sans le hurler. Libéré sous condition, bracelet électronique V2. Thérapie obligatoire. Je pris le train pour Quiberon une dernière fois. Le vent d'équinoxe fouettant les dunes comme un châtiment différé. Théo m'attendait. Grandissant en un échalas de 11 ans aux jambes maigres. Un cerf-volant en forme de miroir claquant au ciel gris. Papa. Le verdict. C'est quoi? Demanda-t-il. Sautillant dans le sable. Je m'agenouillai. Le sel piquant mes cicatrices.
C'est que je rentre bientôt. Fiston. Et on brisera tous les miroirs maudits. On vola le cerf-volant des heures. Riant au bourrasque. Ignorant les paparazzis tapis derrière les rochers. La tante. Veillant de loin. Hocha la tête, il te ressemble. Têtu comme un Breton. Hanté comme un Parisien. De retour dans la capitale. Paris m'accueillit en paria glorifié. Invitation à des dîners littéraires où l'on disséquait mon histoire comme un polar Houellebecq. Un éditeur proposant un mémoire. Reflet brisé, ma vengeance française. Je refusais tout. Louant un atelier anonyme à Montreuil. Où les murs de briques absorbaient les échos du métro. Théo vint les week-ends. Apprenant l'architecture sur des modèles en carton, cathédrale sans tour. Miroir sans reflet. Mais le dénouement, ce mot si cher aux tragédies grecques adaptées par Racine, n'était pas heureux ni pleinement bi. Les cauchemars persistaient, Julien boitant dans l'ombre. Élise murmurant « Pourquoi pas moi d'abord ?» Et Théo, en grandissant, posait des questions acérées. Maman était méchante. Papa. Je répondais par des silences. Ou des histoires de mer infinies où les tempêtes passent. Le miroir, vendu à un collectionneur anonyme via un site d'enchères sombre. Pour 10 000 €, assez pour un fonds d'études pour Théo. L'Arménien m'avait averti. Il reviendra. Monsieur. Les âmes perdues ne lâchent pas. Et parfois, dans les flaques de la cour de l'atelier, je revois un éclat, moi à 19 ans, riant avec un frère spectral. Ou Théo adulte. Avocat ou vengeur. La vengeance m'avait rendu mon fils. Mais volé mon innocence. Paris. Indifférente. Continuait sa valse, lumière sur la Seine. Amour furtif dans les alcôves du Louvre. Et moi, Alexandre Duval. Ombre parmi les ombres. Je marche les quais, attendant le prochain reflet. Kia. Dans une flaque. Il a averti, la boucle n'est jamais close. Seulement tordue. En un eugordien français, beau. Tragique. Éternel. Fin.